Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie lui là, Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu ? Ça va bien. Et toi, Mehdi El Kanafi, comment ça va ? Ça va plutôt pas mal et bonne semaine. Comment se passe l'après Elden Ring? Est-ce que tu erres chez toi comme une âme en peine? Est-ce que t'as repris les jeux? Est-ce que du coup... Je suis en redescente, comme on dit. Ouais. J'ai pas touché un jeu vidéo depuis à peu près 10 jours, je pense. Hein. Tu sais que c'est un vrai truc, ça? Ouais, mais ça me choque pas, ça m'est déjà arrivé. Et c'est bien aussi, tu vois. C'est vrai que Elden Ring, c'était quand même assez intense et c'était sur du long terme. Et là, voilà, j'ai pas trop envie de jouer. Alors, j'ai juste repris un poil tunique qui va être, je pense, mon prochain jeu, mais... J'ai un peu levé le pied, quoi. Ça lève le pied. Si vous êtes en manque de Elden Ring, on vous conseille le Sur Strike EX, qui vient d'être diffusé il y a 2 jours et qui connaît un grand succès. On vous remercie pour votre fidélité. Et voilà, c'est toujours l'occasion pendant 2h30 de revenir sur le jeu de façon complète, du début à la fin. Mais ce n'est pas l'heure d'Elden Ring, c'est Red Alert. Au sommaire de cette émission, on va parler d'un jeu de légende, un autre jeu de légende. On va revenir sur Chrono Cross et son remaster qui se nomme Radical Dreamers Edition. Et dans la première partie, Nico, tu vas t'intéresser à une pratique, à un phénomène aujourd'hui disparu et que vous ne connaissez peut-être pas. Si vous avez moins de 20 ans, c'est l'import. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur une précédente émission dans laquelle nous vous parlions des abonnements. Et depuis quelques jours, le bruit court que le nouveau PlayStation Plus proposera dans son 3e niveau de service. Donc il y a 3 niveaux, il y a essentiel, extra, premium. On parle ici du premium. La possibilité pour ses abonnés premium de jouer 2 heures à tous les jeux, coûtant plus de 60 €. Il n'est pas... Alors, il y a eu 2 mouvements sur cette rumeur. En fait, il y a eu d'abord comme quoi c'était des jeux qui étaient à plus de $33, donc 30 €, mais en fait, il s'avère que ça serait plutôt un prix distributeur, donc ça serait quelque chose qui correspond à 60 €. Moi, j'ai vu ça dans la matinale de Gotoz, qu'on salue au passage. Donc, on parle plutôt des jeux 60 €, des jeux, les gros AAA, les jeux plein fer, les jeux premium, encore une fois. Qu'est-ce que tu penses de ce move potentiel de Sony? Ce n'est qu'une rumeur, une attaque au Game Pass sur une originalité que le Game Pass n'a pas. Ouais, mais c'était un des points dont justement on se demandait un petit peu d'avoir plus d'éclaircissement quand on avait fait le point sur cette annonce-là. Du point de vue des joueurs, je pense que c'est une super nouvelle, parce que de pouvoir tester un peu tous les gros jeux pendant 2 heures, c'est vraiment super cool. Pour les éditeurs, c'est peut-être un peu plus contraignant. Alors apparemment, c'est Sony qui prendra en charge la gestion de cette démo en tant que telle, enfin tout ce qui concerne le côté technique. En gros, ça serait pas une démo façonnée, mais un blocage de 2 heures timé. Voilà, après bon, même du point de vue de l'éditeur, si ça lui demande pas de travail, est-ce que t'as envie que tout le monde puisse jouer aux 2 premières heures de ton jeu? C'est encore un autre débat. Petite particularité aussi, c'est pas quelque chose qui serait exigé en Day One, mais possibilité d'attendre 3 mois. Ouais, alors ça c'est pour moi la question cruciale, parce que ton offre PlayStation Plus, elle est attrayante en fonction de ça, quoi. C'est que pouvoir jouer à tous les gros jeux Day One pendant 2 heures, ça c'est un truc qui vraiment pourrait faire du bruit. Si c'est pour avoir une démo de tous les jeux 3 mois après leur sortie, on n'est pas sur le même niveau d'excitation, quoi. Donc c'est vrai, même si on peut imaginer peut-être Sony se plier à l'exercice, et eux ils vont Day One, j'imagine, proposer ces 2 heures de jeu. Néanmoins, si vous êtes un joueur chevronné, une joueuse chevronnée, oui, vous allez avoir envie de jouer à tout premier jour, mais 3 mois, ça reste peut-être quelque chose qui est aussi acceptable. On n'est pas tous au taquet, je sais pas. Oui, mais c'est peut-être pas quelque chose qui va justifier un abonnement, là où le Day One, je trouve, aurait peut-être un attrait encore plus intéressant, quoi. Moins signifiant peut-être, même du point de vue marketing commercial, en disant, regardez, tout vous est ouvert. Pas vraiment, il y a une petite astérisque, quoi. Après, c'est vrai qu'il faudra voir, parce que les débuts de jeu, ça peut aussi porter préjudice à un jeu qui justement prend ses 2 premières heures pour poser une ambiance, sans forcément peut-être se lancer dans le dur. C'est une très très bonne chose. Il faut arrêter de faire des débuts de jeux chiants et mous, là. Faut faire des trucs un petit peu. Alors, je plaisante évidemment, on sait que la First Hour Experience c'est quelque chose de fondamental. On a souvent des jeux qui sont tambour battant, mais d'autres qui sont un peu mous aussi. Mais bon, comme tu dis, faut pas que ça influe, que ça impacte le rythme des jeux, quoi. Ouais, et c'est vrai que dans l'absolu, ça paraît être une initiative nouvelle, mais on est un peu dans le délire de Steam où tu peux te faire rembourser ton jeu si tu joues moins de 2 heures, donc on est un petit peu dans cette optique-là où t'as le droit de tester ton jeu avant de voir si t'es satisfait. Electronic Arts le propose aussi. Ouais, mais si au bout de 2 heures t'as ton petit message, appuyer pour payer et pour continuer à jouer, tu vois, de manière un peu seamless en conservant ta sauvegarde, ça peut être un bon moyen de convertir un peu les curieux et de les faire passer à la caisse, quoi. Ok, donc en un mot, plutôt convaincu sur ce move potentiel, ça reste une rumeur. Tu trouves ça sympa pour les joueurs et pour toi? C'est un argument qui est différenciant, donc déjà ça c'est plutôt cool pour Sony. C'est ça. Qui paraît être plutôt cool. Enfin moi ça me plaît. Ok, on en saura plus, j'imagine, dans quelques temps. Il est l'heure de parler pas d'actualité, ou en tout cas pas de quelque chose qui est d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui date, c'est l'import. Tu vas nous parler de... Je vois que tu me regardais là, tu te dis mais de quoi parle-t-il? Je parle de ta chronique. Tu vas nous parler de l'import.
Tout à fait. Alors, je vais te raconter d'abord une petite histoire, si tu me permets. Dis-moi. Tu connais ma passion pour la Nintendo 64, hein, cette console tant chérie. C'est vrai. Nous sommes en 1997. La console est déjà sortie depuis juin 96 au Japon. Et j'ai déjà eu l'occasion à l'époque de lire plein de tests de ces jeux dans la presse, hein, parce que c'était le cas. Donc les jeux étaient traités en amont, dont Super Mario 64, hein, le jeu que j'attends le plus à l'époque. Donc la sortie, elle est annoncée chez nous pour mars de cette année, donc pour mars 97. Encore un gros mois mars, hein, toujours. Hein. Toujours. Donc plus de 9 mois après la sortie Jap et 6 mois après la sortie US. Donc déjà, j'ai dû attendre quand même. J'étais patient hein, pour mon âge. J'étais encore jeune à l'époque. Donc j'achète mon numéro de console plus en kiosque comme d'hab. On en parlait la semaine dernière. Et là, on parle d'un nouveau report spécifique à la France. Donc la sortie en France est finalement prévue pour septembre 1997. Encore 6 mois à attendre. Là, honnêtement, j'étais au fond du seau. Énorme report. Quand même. Donc là, alors les raisons sont pas très claires. On parle d'un plan social chez Nintendo France à l'époque, ou bien d'une mise aux normes PAL et SECAM. Je sais pas si tu te rappelles, c'était des normes liées aux téléviseurs qui étaient spécifiques à la France pour le coup, qui a retardé un petit peu la sortie. Voilà, c'était pas clair et à l'époque, j'avais pas envie de comprendre, je savais juste que j'étais deg. Et là, en plein été, donc quelques mois après, hein, je me balade à Carouf, tu vois, avec mes parents, un samedi, là, bam, on fait les courses. Et là, je vais voir le rayon jeux vidéo comme d'hab, et bam, je tombe sur plein de boîtes de Nintendo 64 empilées. Comment ça? Mais Nani. Et là, stupeur, stupéfaction, en fait, il s'agissait de consoles allemandes, donc c'est écrit en allemand derrière, et c'est Nintendo France qui avait fait importer des consoles d'autres pays européens, parce que eux-mêmes, ils avaient bien compris que ce gap entre la sortie européenne et française était beaucoup trop long. Et là, je te laisse imaginer, hein, je tombe sur la console de mes rêves par hasard un samedi à Carrefour. Mais comment as-tu fait pour convaincre tes parents? C'est ça qui. Alors, je l'ai pas eu tout de suite parce que évidemment, j'avais pas de thune à l'époque. C'était acheter une console, c'était un long process. Mais j'avais monté un bateau en mode si je l'ai avant les vacances d'été, comme ça, je pourrais y jouer pendant les vacances. Et à la rentrée, je pourrais me mettre à travailler tranquillement plutôt que d'attendre la rentrée, tu vois, qui aurait pu venir. T'as pas négocié parce que tu es de septembre, toi. T'as pas négocié un anniversaire anticipé? Ah si, j'ai dû prendre un petit prêt à taux zéro, je pense, ou un truc dans le genre, quoi. Un truc qu'on a tous fait, je pense, quand on était gosse, un Noël ou un anniversaire anticipé. En tout cas, tu vois, cette émotion, hein, c'est tout bête, mais c'est un truc qui m'a marqué vraiment. Et je sais que je pourrais plus jamais le revivre, hein, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, on est surinformé, en ce qui concerne notamment le jeu vidéo. On connaît les moindres changements de planning 2 secondes après l'annonce officielle, toutes les sortes de décisions prises par les éditeurs. Et surtout, tout bêtement aussi, les consoles aujourd'hui, elles sortent en lancement mondial et donc plus en décalé comme ça. Et aussi, l'import, là, ce qui avait été donc l'import de ces consoles allemandes en France, l'import a quasiment disparu. Et donc c'est de ça qu'on va parler un petit peu, parce que rendez-vous compte quand même, il fallait attendre 1 an et 4 mois pour pouvoir découvrir la console. Et encore, c'était rien. La NES, on a dû attendre plus de 4 ans avant de l'avoir arrivée en France. Et donc tout ça pour dire que une génération de consoles. Et on s'en rendait même pas quasiment. Compte, hein. C'est ça qui est ouf, c'est que à l'époque on vivait dans un monde un petit peu différent en fait, où l'actualité du jeu vidéo elle se vivait en plusieurs temps, notamment dans les magazines. D'abord avec les sorties japonaises, puis on avait les sorties US, et enfin les sorties en Europe des mois voire des années plus tard. Je dirais que tu parles d'un temps où c'est les troubadours qui faisaient des chansons et on passait de ville en ville, raconter les nouvelles, les ragots des chansons. Mais vas-y, redis. Et même, si ces jeux finissaient par sortir, parce que c'était pas forcément le cas, tous les jeux japonais, hein, vous le savez si vous avez notre âge, c'était pas garanti qu'ils arrivent chez nous. Et donc, ces longs délais, finalement, c'était un peu une moindre peine. Il fallait aussi compter sur des jeux qui n'étaient pas forcément traduits. Hein. Moi, je me rappelle de mes heures passées sur Castlevania 2, Simon's Quest sur NES, où j'avais un bouquin, un dico d'anglais sur les genoux. Et j'essayais de progresser en traduisant un petit peu toutes les dialogues. Alors déjà, le jeu était pas évident. C'est vraiment un souvenir qui est assez fort là-dessus, quoi. Ça a été le premier pas pour l'anglais pour pas mal de joueurs, hein, je crois, d'anecdotes. Et puis on était jeunes, hein, et c'est vrai qu'il y avait pas Internet à l'époque, donc fallait qu'on se débrouille. J'ai l'impression qu'on a 10 millions d'années, là. On a 10 millions d'années. Et voilà, juste pour faire, tu vois, un rappel, hein, qui paraît peut-être un petit peu bizarre aujourd'hui, mais avant Final Fantasy VII, aucun épisode de la série FF n'était sorti en Europe. Idem pour Dragon Quest avec Dragon Quest 8. Ouais. Et ça, je pense que c'est difficile un petit peu à imaginer pour des joueurs plus jeunes, hein, qui nous écoutent et qui sont habitués à ce que tout arrive chez nous d'une manière ou d'une autre, sans problème, quoi. Donc là, on peut se demander combien de grands jeux sont restés des exclus Jap tout court, hein, et qui ont créé chez nous, je pense, tu partageras cet avis, une sorte d'imaginaire de l'inaccessible. Tu vois, il y avait ces grands monuments qu'on savait qu'on pourrait pas vraiment toucher. Alors les raisons sont diverses. On sait que il y avait par Nintendo jugé que le genre du RPG n'était pas adapté aux occidentaux, donc c'est pour ça qu'ils faisaient rien pour permettre la sortie de ces jeux-là sur leur console en Europe. Il y avait aussi les coûts de localisation, hein, qui étaient très élevés. Hein. On sait que le marché de l'époque n'était pas celui d'aujourd'hui, c'était quand même plus compliqué à rentabiliser. Et on avait quand même une alternative, hein, une sorte de palliatif pour se consoler. Je l'en parlais tout à l'heure, c'était le traitement de l'actualité dans la presse, dans les magazines de jeux vidéo, qui était notre seule porte d'entrée vers ces jeux un petit peu lointains et inaccessibles.
Alors là aussi, la semaine dernière, je vous disais que la rubrique import de Console Plus, c'était quand même un des incontournables du magazine. On avait aussi tous les tests import qu'on lisait dans tous les mags. Et là-dessus, chaque magazine avait sa section au Jap test import, quoi. Je parle beaucoup du Japon parce que, évidemment, nous, on est d'une génération où on s'intéressait aux jeux vidéo par les consoles japonaises, et donc c'était eux, les jeux qui étaient un petit peu attendus, quoi. Et puis c'était souvent dissocié Japon, États-Unis, Europe. C'est vrai qu'il y a des jeux qui ont fait la passerelle entre le Japon et les États-Unis et qui se sont arrêtés aux États-Unis sans arriver. Mais souvent, on pouvait espérer que si le jeu était au moins traduit en anglais, il y avait une petite chance que ça arrive chez nous. C'était une première étape, en tout cas, plutôt bon signe, quoi. Mais bon, il y a des Final Fantasy qui s'appelaient pas, qui suivaient pas le Final Fantasy 3, qui était finalement Final Fantasy 6, qui est arrivé aux États-Unis mais qui n'est pas arrivé chez nous. Il y a des histoires comme ça, il y en a moult. Mais bon, voilà, c'est pour ça parler des territoires. Donc on lisait religieusement nos magazines chaque mois, anticipant un peu notre partie sur ces jeux et des parties qui auraient peut-être jamais lieu tout court. Donc ça a l'air un peu triste, dit comme ça, mais ça faisait quand même travailler notre imagination. Moi, je sais que chaque fois avant de dormir, je relisais le test de mon jeu attendu, et puis en fermant les yeux, je m'imaginais un petit peu mes aventures. C'est beau. Et pour pallier à ça, il y a certains joueurs qui ont sauté le pas et donc qui achetaient les jeux en import. Alors ça, de notre génération en tout cas, je sais pas si t'es d'accord, mais c'était plus un truc de grand, tu vois, parce que fallait de la thune. Ouais, c'est ça, ouais. C'était cher, il fallait aussi vivre dans une ville qui était pas trop paumée. Bon, nous, on avait de la chance d'avoir des boutiques de jeux et tout, donc on n'avait pas trop à se plaindre. À Toulouse, on était plutôt servi quand même. Ouais, donc c'est vrai que là-dessus, je pense que les Parisiens ont été largement avantagés, ont peut-être plus de souvenirs à partager là-dessus. Mais l'import, ça se pratiquait avec des adaptateurs bizarres. Voilà. La cartouche dans la console, la cartouche Jap par-dessus, et fallait mettre une autre cartouche Europe en plus pour faire fonctionner le bazar. Et ça pouvait même créer des dysfonctionnements. On connaît la légende sur Final Fantasy VI qui, selon le type d'adaptateur que tu utilisais, la séquence juste avant la fin frisait en fait et le jeu buguait. Et il y a certains joueurs qui n'ont jamais pu voir la fin de FF6 à cause de ce bug. C'est triste. C'est un petit peu dommage, quoi. Mais comme tu dis, c'est un truc de grand parce que ça coûtait cher, mais c'était compliqué. C'est vrai que fallait s'en sortir, comprendre quel jeu fallait mettre derrière, devant. Sur Saturn, après, t'avais même la RAM de mémoire. T'avais des trucs un petit peu complexes pour faire revenir les jeux. C'était pas si évident que ça. Moi, je sais que j'ai jamais trop joué en import. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai acheté à mon voisin un Star Wars sur Super NES, donc le premier épisode en Jap. On va savoir, c'est le seul jeu import que j'ai eu de ma vie. Okay. Mais voilà, ces grands un petit peu qui avaient ces consoles qui jouaient en import, c'était un petit peu des curateurs, tu vois, qui jouaient un peu le rôle de guide. Les mentors. Et toi, je sais que tu as des anecdotes à partager là-dessus avec ton voisin qui t'a un peu initié à une certaine part du jeu vidéo. Mais carrément, et je le remercie encore, qui s'appelle encore Clovis, et donc il y avait 4 ans de plus que moi, qui est à cette époque. C'était 4 ans d'écart, c'était un adulte, quoi. C'était tout le collège. Donc t'imagines, moi j'arrivais en 6ème, il partait au lycée, etc. Et donc c'est clair que lui, c'était un grand amateur d'import, et c'est lui qui m'a fait jouer aux premiers RPG, même occidentaux et japonais, et aux jeux de combat. Donc c'est vrai qu'il a presque quelque part façonné mes goûts concernant le jeu vidéo, et c'est ça, c'est qu'il avait de la thune, et il s'y connaissait. Alors c'était pas pour moi intéressé, c'est vraiment, il m'a petit à petit montré comment c'était, les tacticals, toutes les fois où j'ai parlé de tactical RPG, la Saturn, tout ça c'était lui, et j'imagine que vous tous, et si vous avez notre âge, vous avez un voisin qui... toi aussi, t'avais quand même des voisins qui... Ouais, mais c'était plus sur les consoles, tu vois, PlayStation et tout, ils étaient plus en avance parce qu'ils avaient plus de thunes. Ça, c'est peut-être l'objet d'une autre chronique, c'est ces mêmes mentors, après, c'est eux qui gravaient les jeux, qui les puçaient, tout ça, c'était aussi... ils étaient en avance. Ils tombaient dans la drogue, après. En tout cas, le futur du jeu vidéo, il se développait donc pas seulement dans nos rêves, j'en parlais quand on s'imaginait un petit peu ces jeux-là, mais aussi littéralement à l'autre bout du monde, au Japon, parce que on avait par exemple les jeux en arcade, qui à l'époque étaient largement en avance sur ce qu'on avait dans les consoles de salon. Et découvrir dans les magazines ces jeux arcade, c'était un petit peu avoir un aperçu de ce que serait notre jeu vidéo dans 3 et 4 années à venir. Et donc ça avait quand même cette valeur un petit peu où on avait un futur un petit peu qui pointait le bout de son nez, quoi. Mais tu le dis, c'est qu'il y avait 2 jeux vidéo qui existaient. T'avais le jeu vidéo japonais et le jeu vidéo actuel qui était dans nos magasins. Donc t'avais une distanciation de temps et de distance, mais t'avais aussi à l'époque 2 jeux vidéo. T'avais le jeu vidéo console et le jeu vidéo arcade avec 2 temporalités technologiques. Donc les jeux arcade qui étaient beaucoup plus évolués et nos jeux console qui trimaient derrière. Et en fait, aujourd'hui, tu t'en parlais tout à l'heure, tout ça aujourd'hui c'est amalgamé, c'est fusionné, et il y a plus qu'un seul jeu vidéo qui soit technologique.
Bon, t'as peut-être les PC qui sont encore toujours à la pointe, même si... Et encore, ça c'est un peu raboté. Hein. Même si, mais tu vois, ça que je veux dire, c'est que t'avais la distance, le temps, t'avais la technologie, t'avais vraiment deux lignes parallèles qui existaient. C'est pour ça que tout ce fantasme, en fait, était nourri, quoi. C'est que t'avais tout ça qui conjuguait. C'était ouf, quoi. C'était ouf. Une belle époque. De la nostalgie, une époque vraiment révolue. Hein. Aujourd'hui, les jeux arrivent en sortie mondiale avec une localisation qui est à peu près systématique. Hein. Et si c'est pas juste le texte, c'est même aussi souvent les dialogues, hein, souvent l'audio qui est traduit. Et là, on peut expliquer ça par une prise de conscience un petit peu des éditeurs. Certains ont pris conscience de leur héritage un petit peu ludique. On pense notamment à Square Enix, hein, qui est en train de remettre pas mal de jeux de son back catalogue en avant. On a eu droit à des compiles sur les séries Mana, on a Live Alive qui revient, Front Mission, et Chrono Cross, dont tu vas nous parler juste après. Il y a aussi l'arrivée des stores en dématérialisé, hein, qui permet de sortir ces jeux à moindre coût. Hein. C'est moins compliqué que de produire tes jeux et de les distribuer dans le monde entier. On sait que ça impose des contraintes assez reloues là-dessus. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu le Hanabi Festival organisé par Nintendo sur la Wii, donc c'était sur son store en ligne. Non, je me souviens pas. C'était un festival qui donnait l'accès pour la première fois à des jeux qui n'étaient jamais sortis du Japon. Ok. Et donc on a vu le droit à Ogre Battle 64, Mario RPG ou Sin and Punishment. Ah, mais c'est là où moi j'ai fait acheter. Ah, mais je m'en souviens. Enfin, du coup, je me souvenais pas de l'événement, mais je me souviens le fait que Ogre Battle, je l'ai fait 64, je l'ai fait à cette occasion. Moi j'ai découvert Mario RPG comme ça, quoi. Ah donc, ouais, je m'en souviens. Ouais. Il y avait aussi une initiative des fans américains, là aussi tu me diras si tu te rappelles, qui s'appelait l'opération Rainfall. Donc c'était des pétitions et tout, les joueurs s'étaient un peu organisés pour forcer un peu la main Nintendo de sortir. Alors le triplé, c'était Xenoblade, Last Story et Pandora Tower sur la Wii chez eux. On sait que certains jeux étaient prévus en Europe mais pas chez eux, et donc ils se sont un peu ligués pour forcer la main Nintendo là-dessus, donc avec une opération Rainfall. Ok. Ils étaient deg de voir que nous, pour une fois, on l'avait et pas eux, quoi. Exactement. On et traduit en plus. Ouais. Donc maintenant, les éditeurs de jeux, hein, ils pensent évidemment global, un marché global, parce que déjà le marché japonais n'est plus ce qu'il était. Hein. On voit aujourd'hui les tops de vente hebdomadaires, avec 5000 ventes, tu peux être dans le top 10, ce qui était impensable à l'époque. Hein. Et ce sont aujourd'hui les gaijin comme nous, hein, qui font un peu vivre les éditeurs japonais. Oui. Et surtout, on est dans une ère de mondialisation, et là, pas que dans le jeu vidéo, hein, c'est assez global. On sait que on a été largement influencé par la culture US quand on était jeune, avec le rayonnement un petit peu de leurs œuvres, de leurs films et tout qui arrivait chez nous. Aujourd'hui, tu prends par exemple Netflix, hein, on a eu droit à des phénomènes mondiaux. Donc on a eu La Casa de Papel, qui est une série espagnole, hein, qui est devenue un phénomène mondial. On a eu Squid Game, donc série coréenne encore plus récemment. Là, dans le dernier Strike, Ken nous parlait de la série Jap Comme les Grands. Tu vois, une série traditionnelle japonaise qu'on découvre, nous, des années après, mais c'est quelque chose qui était impensable à l'époque. Hein. C'est vrai. Donc, voilà, on est arrivé à l'époque où on a des jeux comme Super Robot Tyson, tu vois, qui était un peu pour moi le phénomène du jeu import par excellence qui sort chez nous. On a, alors je sais pas si je prononce bien, mais 428 Shibuya Scramble, qui est un visual novel un peu culte, c'est vrai, qui est arrivé aussi chez nous. Ouais. On sait que tu vois, t'as des éditeurs comme Core Media qui se sont fait même une spécialité de sortir ces jeux un petit peu en France, quoi. Donc c'est clair. C'était quelque chose qui était impensable là-dessus. Il y a Sega qui fait un peu le taf, c'est vrai qu'on leur tape souvent sur les doigts, mais avec tout ce qui est Atlus et tout, ils ont une démarche aujourd'hui proactive de traduire et d'importer les jeux les plus niches. Toi, c'est ta cam, tous ces jeux-là, t'en as combien qui t'attendent? Ouais, j'en ai plein que j'ai même pas fait, mais tu vois, c'est un vrai acte de conservation du patrimoine et d'ouverture évidemment aux ventes. Ils sont pas bêtes, c'est des niches qui sont vraiment aujourd'hui très vivaces, hein, et nous on demande par nostalgie à rejouer à tous ces jeux-là. Mais voilà, ces gars ils font quand même pas mal les choses. Et on parlait précédemment des super games de Sega, et donc voilà, c'est des jeux multijoueurs, NFT, free-to-play, tout ce que vous voulez, tout ce qui est à la mode. Néanmoins, dans l'une de ces prérogatives de ces super games, c'est une sortie mondiale. Et donc ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est que voilà, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui fondamental, c'est sortir un jeu le même jour absolument partout. Et d'ailleurs, tu parles de Sega, hein, la série Yakuza aussi, c'est devenu une emblème où il y avait toujours un gros décalage entre la sortie Jap et la sortie européenne. Aujourd'hui, Sega prévoit ses sorties niveau mondial aussi pour cette série, quoi. Attends, mais Yakuza, le 2, nous, il était pas sorti en boîte, et il était pas sorti traduit. Et à partir du 3, je crois qu'on les avait plus chez nous. Le 3, je sais plus, hein, faudrait parler sous le contrôle de Ken, mais est-ce que vous imaginez peut-être quelques secondes une sortie cinéma, une sortie DVD d'un film même anglais, ne serait-ce pas sous-titré. Ouais. Et c'était le cas dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que nous, on était heureux de voir qu'un jeu arrive chez nous et compatible avec notre console. Nous, on était juste contents que le titre, tu le mettes dans la console, ça fonctionne. Et là, tu disais, c'est cool. Mais le pas traduit, c'est impensable. C'est complètement impensable dans un autre média, ce qui était le cas à l'époque. Et ça, moi, je trouve ça ma boule. Ouais, c'est clair. En tout cas, après, on pourra toujours discuter de la qualité relative, tu vois, de ces sorties un peu, de ces vieux jeux qui sont remis au goût du jour. Je pense que dans Chrono, tu auras des choses à dire là-dessus.
Mais bon, il reste quand même quelques derniers mohicans avec de ces jeux qui n'ont jamais vu le jour chez nous. Donc, il y a par exemple Mother 3 qui est devenu un sort de running gag avec le public américain qui emmerdait toujours Reggie Fils-Aimé en mode à quand mon Mother 3 en US, à quand mon Mother 3 et finalement bon, on l'a toujours pas. Il y a même une compile Mother 1 et 2 qui va arriver, le 3 n'est pas dedans. Ouais, c'est bizarre. Nintendo qui joue un petit peu avec nos nerfs. On a Xenogears aussi, symbole du JRPG PlayStation. Alors peut-être arrivera-t-il un jour comme Chrono Cross, on peut l'espérer. C'est vrai que là Square Enix ils sont chauds hein, pour ressusciter toutes ces vieilles gloires. T'en as parlé tout à l'heure rapidement des stores et c'est vrai qu'à un moment il y avait de l'import de filou. C'est-à-dire que nous en tant qu'Européens on pouvait facilement créer un compte PSN américain, ce que j'avais fait à l'époque, ce qui t'ouvrait la porte à des JRPG qui étaient notamment Xenogears qui était accessible de cette manière. Exactement, notamment Xenogears donc disponible sur PS3 et sur la Vita. Donc on avait cette PS Vita, une petite boîte à import aussi, quoi. C'était quand même super stylé. Et ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, et c'est tout ce débat justement avec ce PlayStation Plus, quels jeux vont être ouverts donc en cloud avec la PS3 qui peut pas être émulée nativement, c'est le bordel. Et justement, on a très hâte de d'avoir cette fameuse liste de jeux, quoi. Et parmi ces derniers mohicans, je rends hommage à Damien avec la trilogie Xenosaga. Donc seul le 2 était sorti chez nous à l'époque. C'est quand même un peu bizarre sortir l'épisode du milieu qui est en plus certainement le moins bon des trois. Mais je crois que ça nourrit la méta du jeu qui est chelou, quoi. C'est que tout est compliqué et fallait bien qu'en Europe on ait juste que l'épisode 2, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais cette trilogie pour moi, il y a zéro espoir de l'avoir arrivé. Non, mais il y a zéro espoir parce que trop coûteux. Pour trop coûteux, c'est vraiment là, c'est extrêmement compliqué au niveau de la traduction et faire venir en Europe sous-entend tout le temps pas une traduction française, mais une traduction espagnole, italienne, allemande minimum. Donc c'est pas une, c'est 4 langues. Enfin, c'est vraiment extrêmement compliqué et très cher. Tout ça pour dire qu'on vit dans une époque qui est quand même cool parce qu'aujourd'hui on a accès à tout le temps dès que ça sort. Donc je pense qu'on s'est un peu embourgeoisé. On a accès à tous les jeux, toutes les œuvres, tous les films. Ah oui. Dès que ça arrive partout. Et même les grands classiques qui nous étaient échappés sont petit à petit rendus accessibles. Donc là aussi, c'est un peu la vengeance, tu vois, on se rattrape un petit peu. Mais en cette première partie de chronique, je trouve, j'ai un petit pincement au cœur quand je repense à cette époque révolue. Hein, donc, tu vois, la petite histoire que j'ai racontée sur Nintendo 64, c'est un moment de nostalgie que je sais que je ne revivrai plus jamais. Et je me dis que c'était quand même quelque chose qui nous a façonné aussi. Donc, aucun regret, évidemment, c'est mieux aujourd'hui. Mais voilà, le fait d'avoir connu cette époque, je suis plutôt content, quoi, après coup. Franchement, c'était sympa, c'était beaucoup de nostalgie. Tu dis que ça nous a façonné, nous, mais l'import, ça a aussi façonné, je pense, l'industrie du jeu vidéo. Si le JRPG aujourd'hui est si culte en France, c'est parce qu'il y avait ce phénomène d'import et que on était comme ça, tu vois, on était dans l'attente, on nourrissait une frustration. En fait, c'était de la frustration. Et en fait, tout ce qu'on voulait, c'était jouer à ces jeux qui nous faisaient rêver. On les a pas eus. Et en fait, on a le JRPG, on l'a érigé en tant que genre culte. Parce que on a été presque bâillonné, tu vois, on nous a dit non, ça c'est pas pour vous. C'est un peu tu veux ce que tu ne peux pas avoir. Et puis la presse a joué aussi son rôle peu pour nous faire découvrir ça, pour nous dire regardez, ça existe, en pointant du doigt ces titres là. Les vrais prescripteurs, on parlait de presse dans le top 3 précédent, il y a eu des entre guillemets des stars, Greg Hello, Arnaud San qui n'est plus je crois dans le sérail. Je crois qu'il bosse pour à l'époque pour Epic ou je crois, je sais plus, mais ouais. Daniel était spécialisé Japon aussi, Daniel qu'on salue, qui est auteur CERD sur le livre Dragon Quest. Jay avec tous les évidemment RPG sur le JRPG notamment, qui là aussi s'est fait un peu sa spécialité. Mais il y a eu une scène JRPG import dans la presse et il y a eu un petit peu ces porte-voix, ces porte-paroles au sein même de la presse qui avaient leur spécialité, la niche dans la niche. La niche dans la niche, c'est incroyable. Ils raconteront évidemment les anecdotes bien mieux que nous, mais ils sont partis au Japon, ils ont appris le japonais pour ça et c'est complètement dingue. Aujourd'hui, ils sont directeurs de collection chez Kurokawa, ils sont traducteurs, interprètes pour les plus grands noms du jeu vidéo, ça les a menés à des cimes, quoi. C'est incroyable ce qu'ils sont. C'était un peu des explorateurs du nouveau monde, j'ai envie de dire. C'est ouf. Non, moi je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une très très belle époque, très nostalgique. J'espère qu'on sera pas entre guillemets un peu ridicule à se dire oh là là c'était bien. Oui, c'était pas le but d'être vieux con. Voilà. Hein. C'est mieux aujourd'hui, il y a pas débat, je pense. Hein. C'est exactement. En fait, c'est mieux aujourd'hui, mais on est content de l'avoir traversé cette époque, cette belle époque. Ça nous fait des beaux souvenirs. Exactement. En tout cas, si vous avez traversé comme nous cette époque aujourd'hui largement révolue, n'hésitez pas à nous dire c'était quoi les jeux qui vous faisaient rêver à l'époque, lesquels vous avez importé finalement. On avait fait un top 3 des jeux qu'on aimerait, qui n'étaient pas sortis en France, et qu'on voulait voir arriver. Le top 3, ça tombe bien parce que c'est le moment, c'est l'heure de l'interlude top 3. On a parlé tout à l'heure des abonnements, on a parlé de la PlayStation, on a
je pense, une belle occasion de faire un top 3 des jeux PlayStation 1, 2 et 3 qu'on aimerait retrouver dans ce fameux PlayStation Plus, la nouvelle mouture. Donc le déploiement du service, il va se faire dans moins d'un mois en Asie hors Japon. Donc ça sera le 25 mai, après ça sera le Japon, après les US, après nous. On parlait tout à l'heure d'échelonnage. Que c'était plus le cas, il reste quelques traces. Bon, ça reste sur une période de mois. Exactement. C'est vrai que c'est du lancement mondial là-dessus, quoi. Pour nous, ça sera le 22 juin. Donc, je pense que cette liste de 700 jeux sur ce PlayStation Plus qui nous est promise, on sera au courant, c'est sûr, le 25 mai parce que c'est le déploiement asiatique. Mais, à mon sens, je sais pas ce que t'en penses, Sony va communiquer avant. Ils sont pas bêtes. Ils sont au courant que une fois que la liste sera, tu t'as parlé de mondialisation, oui. à la seconde même où c'est déployé en Asie, on va le savoir. Je pense qu'ils vont prendre la parole avant. Et je pense qu'ils veulent aussi entretenir l'envie et le buzz sur ce service-là, et en communiquant régulièrement dessus, tu donnes aussi envie aux joueurs, quoi. Exactement. Donc, ce top 3 va être articulé autour de cette attente. On va pas faire top 3, top 2, top 1, on va faire PS3, PS2, PS1. Je te laisse commencer avec le jeu PS3 que tu attends le plus, que tu veux voir arriver sur cette nouvelle mouture du PlayStation Plus. Quel est-il ? Alors, j'ai pas été très original, mais je me suis dit quel jeu j'ai envie de refaire de l'époque et que ce service, du coup, me facilite la tâche. Alors, j'ai deux options, j'ai un peu grugé. Ah non, moi j'ai des mentions de partout, je triche, mais salement, c'était sale. Alors, j'ai mis Batman Arkham Asylum et Assassin's Creed 1. Ah ouais. Qui sont deux jeux que j'avais adoré à l'époque. Alors, je l'ai dit, je refais rarement mes jeux. Mais ces deux-là, je serais pas contre les refaire, replonger un petit peu là-dessus. Alors qu'il y a une compile Arkham. Je veux pas de bolos. Mais... Ah, le mec, ça bolos. Ah là là. Pas de bolos, mais la compile Arkham existe et est disponible à la rédac, elle est là-bas, si tu veux. Je suis un homme sans boîte maintenant, je suis que numérique. C'est vrai que t'es un homme sans boîte. Mais je suis d'accord, c'est quand même du lourd et des jeux, en tout cas, c'est facilement accessible. C'est ça aussi, ce PlayStation Plus, c'est la flemme, quoi. Tu cliques. Et tu vas. Moi, le jeu PS3 que j'ai très très envie de faire, c'est un jeu BlackRock Studio qui a fait Split Second. Le mec. Qui est disponible. Split Second, il est disponible sur PlayStation Now. Et en fait, je parle pas de Split Second, je parle de Pure, un jeu de quad qui est incroyable. Ouais. Alors, nous, on a eu un coup de cœur. On a eu un coup de cœur à l'époque. C'est un jeu mortel. Il s'appelle Pure, je rappelle. Et donc, c'est les développeurs de Split Second qui est dispo sur PlayStation Now et que il y a pas Pure. Donc, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi? Oui, c'est vrai. Et en plus, Pure est bien plus réussi à mon sens que Split Second. C'est dur. Split Second est encore très très joli, je l'ai essayé sur PlayStation 9, franchement c'est incroyable. Rencardez-vous, balancez un petit trailer de Pure, voir si ça vous tente. Franchement c'est trop beau. En fait c'est un jeu de course de quad où tu peux faire des figures ultra punchy. Ouais, il était super punchy, ouais. Petite mention de Resonance of Fate, un jeu Tri-Ace, un RPG pseudo-tactique chelou où t'es dans une grande tour avec un système de combat très très poussé, très très complexe. Et c'est là celui-là aussi, s'il pouvait être dispo à un clic, pourquoi pas. Complexe pour ne pas dire austère, non, ça avait l'air d'être un gros délire ce jeu. C'est un gros délire. Allez, on passe sur PlayStation 2. Quel est le jeu que tu attends et que tu as envie de jouer? Alors je vais aller vers l'horreur, donc un jeu connu, un jeu moins connu. Le connu c'est Silent Hill 2. Alors Silent Hill 2, tu peux me dire, t'as qu'à ressortir ta PS2, je te dirais, je fais ce que je veux. J'ai rien dit, mais j'ai surtout rien dit. Et surtout, c'est que dans les compiles récentes, justement, le jeu avait été assez massacré avec, ils avaient dû, les développeurs, refaire pas mal d'aspects techniques parce que les assets avaient été perdus, on va reparler, mais Silent Hill 2 dans sa version un peu vanilla, j'ai très très envie d'y rejouer. Et le moins connu, ça serait Rule of Rose, qui est aussi ce survival, alors qui avait l'air super relou sur plein d'aspects, mais qui est super intriguant. Et je serais pas contre de m'y plonger si justement j'ai un accès facilité au jeu. Rule of Rose, Silent Hill 2, petit big up à Damien, je pense que c'est deux jeux qui le tiennent à cœur. Je continue dans la tricherie. PS2, moi j'ai envie de rejouer aux 4 Onimusha. C'est pas fini la triche. Ah mais je vais te les acheter moi parce que depuis le temps que tu nous en parles les non mais je les ai déjà rachetés. Dans ma quête de la dernière fois, j'ai réussi à les racheter, donc j'ai refait le 1 à l'époque du remaster qui était sorti et j'ai juste la flemme. J'ai les jeux, j'ai la console, mais vraiment chez moi c'est juste que j'ai la flemme de rebrancher, de lancer le truc. Et c'est Onimusha, j'adore série de Capcom, suite de Resident Evil, un peu tu vois, Japon féodal d'horreur, carrément, mais un peu plus action quand même, faut pas déconner, mais c'est comme ça qu'on nous l'avait vendu à l'époque. Onimusha premier jeu PS2, on va dire d'envergure. Ouais, qui a mis, ça fait partie de la première vague de bons jeux PS2 où on a mis plusieurs mois à attendre. Que nous on avait fait en une nuit, on avait kiffé. Donc ces 4 Onimusha, j'ai grave envie d'y jouer. Les mentions, j'en ai plusieurs, mais SSX le premier,
par nostalgie, parce que moi, la PS2, et toi aussi non plus, on l'avait pas eu Day One, mais on avait un ami qui l'avait Day One. On a tous un ami. On a tous un ami. Et donc, je me souviens de ces sessions, on allait chez Louis, il s'appelle ne s'appelle pas Louis. Chez lui. On allait chez lui et on tripait sur ce SSX qui finalement n'était pas ouf. C'était nostalgie par défaut parce que c'était le seul jeu potable du launch, quoi. Exactement, mais j'en ai un souvenir. Il était cool. Ouais, j'en ai un souvenir de ouf. Encore dans les mentions, les deux Castlevania, PS2, Lament of Innocence et Curse of Darkness. Lament of Innocence, quand on est peut-être les rares à je sais pas, à soutenir, à vénérer des jeux. Bon, il avait quand même eu bonne presse, hein. Vite fait, mais les gens l'ont un peu oublié. Je sais pas s'ils ont si bien vieilli, mais nous on les adore, vraiment de cœur. Et dernière mention, big up, on a fait un big up à Damien, là c'est l'occasion de faire un big up à Ken. The Bouncer peut-être, je sais pas, un jeu Nomura. Il nous a sorti ce jeu-là hier et évidemment mort de rire. Il a dit, si vous dites Bouncer, je me casse. Tu vois ce qu'il a dit. Déjà, le jeu à l'époque était super court, il était flou. Les premiers jeux PS2 avaient un délire, ils étaient tous un peu flous et tout, c'était bizarre. Je pense que ce Bouncer aujourd'hui, mais ça doit être éclaté au dernier degré, quoi. En fait, c'est un jeu Nomura. Tout ce que ça veut dire, dans tous les sens du terme, c'est que t'as des personnages qui sont le héros tatoué de partout comme Zell de FF8, t'as des fermetures éclairs et des piercings de partout. C'est un beat'em up de piètre qualité, ouais. Mais qui était à l'époque très 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 beau. Donc voilà, pourquoi pas. Si il est cliquable, si on peut y jouer un truc, moi je le lancerai, c'est certain. On se fera ça en Twitch. Ton top 1 qui n'est pas le top 1, c'est le jeu ou les jeux PS1. Alors est-ce qu'on a mis la PS1 en top 1 ? Je ne sais pas. Ah bah c'est toi qui as choisi, hein. J'en ai deux là aussi. Art of Darkness, un jeu que j'adore et honnêtement, chaque fois que je vois une image ou que j'entends parler de ce jeu, j'ai envie de le refaire. Donc c'était un projet notamment d'Eric Chahi, donc après Another World, et c'était un développement chaotique de ouf. On en parle dans l'année jeux vidéo 98, avec plusieurs têtes pensantes qui se sont un peu télescopées, mais ça reste un jeu, alors ce qu'on appelle maintenant un peu le cinématique platformer, quoi, un peu à la Limbo, etc. Ouais. Et qui avait une ambiance de ouf, qui était super beau, mais pas simple, et qui était super dur. Ouais. Donc, je suis curieux de m'essayer. Je suis pas sûr que j'irai au bout, hein, parce que un jeu Eric Chahi. Un jeu Eric Chahi, et ça, tout est dit. Le second, c'est Alundra. Alors, non, Alundra, je suis content que tu le dises. Ouais, alors j'y ai joué, mais je l'ai jamais fait. Alors qu'il est en plein dans mes cordes, hein. C'est un peu ce sort de Zelda de la PlayStation 1, qui avait cette vue un peu isométrique, 2D. Ouais, c'était top-down quand même. Ouais, mais qui a quand même bonne réputation. Très très bonne réputation. Et il est génial, il est trop bien. Faudrait que je le fasse en fait, quoi. Je pense qu'il te plairait, hein. Il est quand même un poil plus action. Moi, j'ai un très très bon souvenir de Alundra et je suis content que tu l'aies cité parce que moi, ça me permet de pouvoir en sortir encore d'autres des jeux. Je commence avec un duo. Ah, tiens non. Putain, mais t'as triché de ouf. Mais j'en peux plus. Tobal 1 et 2. Tobal, évidemment. On parlait de l'import. Tobal 1 est arrivé chez nous, mais Tobal 2, jamais. Alors qu'il avait cette réputation de meilleur jeu de baston 3D de la PlayStation. Ever, avec un mode story, avec des caractéristiques, alors, je vous en ai déjà parlé de Tobal, j'ai un autre son, dès que je peux. Un jeu Dream Factory, un jeu édité par Square, donc un jeu baston chez Square, et Dream Factory, c'est le développeur de qui ? The Bouncer. Exactement. Putain, c'est beau. Donc ouais, ils ont pas fait que des rognes, hein, donc allez vite fait, je balance des mentions. Dino Crisis 1 et 2, on a carrément envie d'y jouer. Of course. Parasite 1 et 2, et j'arrête là, tu vois, j'en ai quand même cité 6, mais on est quand même, après la PS1, je pourrais dérouler, je pense, toute la nuit. Franchement, j'ai hâte de savoir, c'est surtout ces PS1 Classics qui ont disparu du PSN. Ce que j'allais dire, est-ce qu'on va pas être super déçus en fait quand le PS Plus va arriver, une nouvelle version ? Je pense que oui, on a déjà trop d'attentes. On a envie d'une complète, mais il y a une friction en fait, c'est-à-dire que il y a vraiment tous ces éditeurs. Donc là, on a fait ce qu'on a voulu, hein, mais maintenant, c'est vrai que les ayants droit de ces grandes licences qui sont peut-être potentiellement disponibles sur le PlayStation Plus vont dire, bah non, on vous donne pas l'accès parce que nous, on a aussi notre plateforme. On parlait tout à l'heure de PlayStation 2, la trilogie de Prince of Persia, Les Sables du Temps. Est-ce que potentiellement Ubisoft va dire, je sais pas, déjà on a un remake du 1 qui va arriver. On a cette trilogie, est-ce qu'on va poursuivre les remakes ? Est-ce que nous, on veut la proposer dans notre Goku. Alors, il s'appelle plus Uplay en fait. Non, il s'appelle même plus je crois qu'on galère tous les deux. C'est pas Ubisoft Plus. Je sais plus. Ils l'ont atomisé. Mais chaque éditeur a sa plateforme et peut-être qu'ils vont dire, bah non, ça c'est pour nous. Donc les choses sont plus compliquées. C'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà pour ce top 3. N'hésitez pas. Encore de la nostalgie là, on n'en peut plus. Et je crois que ça va continuer parce que c'est pas terminé. Là, on va parler de Chrono Cross. On va parler de l'un des plus grands JRPG des années 90. Chrono Cross, c'est quoi ? Mais surtout, Chrono Cross, c'est un jeu pour qui aujourd'hui, pour quel profil de joueur ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette chronique, car en fonction de qui vous êtes, l'appréciation du jeu sera peut-être
très différentes. On va commencer avec le premier profil de joueur. Vous êtes un fan de JRPG. Vous êtes fan de JRPG, mais vous n'avez pas fait Chrono Cross. Vous l'avez pas fait car vous jouez pas en import, on l'a vu pendant toute une chronique. Vous jouez pas en émulation parce que c'est galère, parce que c'est sur PC, il faut installer des fantrad, tout ça c'est pas ouf et c'est pas très légal. Pour toutes ces raisons, vous avez pas fait Chrono Cross, même si vous savez que c'est un jeu incroyable. On dirait que tu nous fais le thème astral, tu vois. Exactement. Lyon, vous n'avez pas joué à Chrono Cross, vous n'avez pas le rétro. Il y aura que 4 signes pour le coup. Bon, c'est mon cas. Malgré, vous le savez, mon amour pour le JRPG, j'ai jamais touché à Chrono Cross. De ce fait, pour ce profil de joueur et pour moi, en fait, on n'accueille pas la sortie de ce remaster comme un retour de Chrono Cross, mais bel et bien comme une sortie, comme la première sortie du jeu en France, alors que Chrono Cross est un jeu de 1999 au Japon et l'année suivante, 2000, aux États-Unis. Malgré ça, il est jamais sorti en Europe. C'est donc une grande première pour nous. À partir de ce constat, notre point de vue, il change un petit peu sur le titre. On juge plus le remaster, mais on va juger le jeu en lui-même. Et ce qui prédomine lors d'une première partie, c'est l'émerveillement de découvrir ce jeu mythique. On est, je pense, littéralement trop heureux de pouvoir y jouer dans de bonnes conditions, avec pour la première fois une traduction en français de qualité. Nico, première question, est-ce que tu trouves aussi que la sortie de Chrono Cross, même dans sa forme de remaster, c'est un événement en soi? De ouf, et presque je trouve qu'on s'est pas assez emballé tous. C'est quand même un événement, un des plus grands JRPG qui arrive chez nous de manière officielle sur nos plateformes actuelles traduit en français. Ouais, c'est un événement de ouf, quoi. C'est un vrai événement. Alors, une chose qui est importante pour apprécier le jeu aujourd'hui, même si on est fan de JRPG, c'est qu'il faut pas avoir une dent contre le rétro. Parce que si l'esthétique PS1, la 3D coupée à la serpe et les animations saccadées, ça vous dérange, il va peut-être falloir passer son tour, ça. Je pense que les fans de JRPG, au contraire, ils valorisent ce genre d'expérience. C'est ça. Si c'est votre truc, comme moi, votre période préférée du jeu vidéo, c'est les années 90, ouais. Alors là, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. La 3D qui tremble, on adore ça. 23 ans que le jeu est sorti. Et pourtant, tu m'as tué. Il a gardé un charme fou pour celui qui aime la PS1, je le rappelle. Un temps où les JRPG étaient en précalculé et ponctués de scènes cinématiques. Des scènes cinématiques qui étaient des récompenses, en fait, pour le joueur. Donc après un donjon ou après un boss, le jeu, il nous gratifiait toujours d'une petite scène cinématique en image de synthèse. Tout ça, c'est du jargon inconnu. Et en fait, au max, ça durait 30 secondes. En fait, mais leur effet récompensant, je trouve qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Ça peut sembler bête, mais je trouve que c'est super satisfaisant. Est-ce que tu kiffais, toi, à l'époque, t'as un bon souvenir de ces cinématiques parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Les jeux sont plus beaux que les cinématiques de l'époque. Remater FF, le film Les Créatures de l'Esprit, c'est 100 fois moins beau que Horizon, le moteur du jeu. Donc, de voir des cinématiques aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Toi, t'as encore en fait, on a un peu découvert ça avec la PlayStation et on a eu cet aspect un peu du futur qui était dans nos jeux actuels. Et sur cette période ramassée de temps, on a eu tous ces grands RPG qui usaient et abusaient de séquences cinématiques. Square en a fait une spécialité. C'était l'argument de FF7 quand il arrivait. Et comme tu dis, presque, sans dire qu'on jouait pour atteindre la prochaine cinématique, si. C'était les moments qu'on valorisait de ouf, quoi. Ouais, on était évidemment content d'avancer dans le scénario et tout, mais il n'y avait pas de succès, il n'y avait pas tout ça, et c'était il y avait pas forcément de grands objets, tout ça, mais c'était hyper gratifiant et le jeu il te récompensait, il te disait allez, t'as kiffé, enfin non, t'as bien fait, manette, maintenant kiffe, et regarde pendant 30 secondes. Et ouais, c'était quand même quelque chose. En fait, pour moi, je trouve que ce portage, c'est un cadeau pour les fans qui n'ont jamais fait le jeu, mais c'est aussi une bénédiction pour le patrimoine et la conservation des données, car pour faire ce remaster, en fait, les devs, ils sont quasiment repartis de zéro. Donc Koichi Sakamoto, qui est producteur du remaster, il avoue qu'ils ont dû tous rejouer au jeu pour recréer des passages. C'est ouf de le dire. Bon, je vous passe les détails techniques, mais en gros, les décors de Chrono Cross, c'était d'abord fait en 3D, puis en fait, ils faisaient des captures et ils en proposaient des versions 2D retravaillées à la main. Parce qu'en gros, sur un décor 3D, tu pouvais pas bouger la caméra, bref. Sauf que pour le remaster, ils avaient plus le code, et ils avaient plus les versions 3D. Bon, en gros, ils ont galéré. Il faut savoir qu'au Japon, dans les années 90, la conservation, c'était une notion, on va dire, un peu abstraite. Konami, ils sont connus pour ça. Tu en parlais tout à l'heure avec Silent Hill. La légende veut qu'ils aient paumé les codes. C'est pour ça que ce fameux remaster PS2 HD, c'était PS2 PS3, il faut le fuir en fait. Il faut le fuir parce que voilà, ils ont s'éclaté. Ouais. Ils ont taffé à partir d'un code moitié perdu, moitié brinque-ballant. Sony actuellement, là, ce que je vous dis, c'est maintenant, en fait, ils prévoient l'ouverture d'une cellule de préservation. Donc ils vont embaucher un ingénieur avec une équipe, donc il y a des questions encore, savoir si c'est pour la rétrocompatibilité ou pour la préservation du code, donc c'est pas gagné. Sony actuellement et voilà, en fait un sujet, en fait quelque chose d'important. Nico, est-ce que tu trouves que cette situation, elle est hallucinante ou plutôt compréhensible?
Alors mon premier réflexe, c'est de dire c'est scandaleux, soyez pro, faites pas les cons. Mais quand je vois avec nous à notre échelle des fois, quand on dit attends, est-ce que t'as le fichier assemblage de ce livre qui est sorti à 7 ans et que des fois on galère à le trouver parce que voilà des disques durs qui sont passés par là ou des graphistes qui bossent plus avec nous machin. Ouais, à l'échelle d'une société comme un éditeur de jeux vidéo, évidemment que ça doit être une tannée de ouf et tout ce qui est aujourd'hui serveur et compagnie, manière de stocker, ça n'existait pas forcément. C'est ça. Donc c'est voilà, il suffit que Jean-Michel il ait paumé sa clé USB pour transférer le code, bah ça arrive quoi. Ouais, donc les légendes hein, sur Konami et bien d'autres éditeurs qu'on condamne, il y a les déménagements, il y a des locaux qui brûlent, il y a Jean-Michel qui est parti avec la clé USB, le Snowden japonais hein, qui est parti avec le code de Silent Hill. Mais voilà, c'est évidemment scandaleux, on est outré hein, face à cette situation, mais bon, si on réfléchit 2 secondes, on les excuse pas, mais c'est on comprend, des erreurs humaines, on peut comprendre. C'est la vie quoi. Alors pour ce qui est de l'aspect technique du remaster, on va y revenir un petit peu plus tard. Néanmoins, même avec des carences techniques évidentes, ce remaster, il nous est proposé à un prix de 20 euros. 20 euros. 20 euros. De 20 euros, monsieur. Donc, ne serait-ce que pour la trad, franchement, ça vaut le coup. Et d'ailleurs, hein, si on parle de ça 2 secondes, les offres commerciales récentes hein, concernant les vieux jeux, c'est pas très glorieux, hein, que ça soit chez Nintendo ou chez Sega, c'est pas reluisant. Les retours des premiers Sonic, donc Sonic 1, 2, 3 et Knuckles et CD, putain, j'arrive pas à parler joli. Avec Sonic Origins, il sort en juin prochain à 40 euros. Et encore, hein, c'est un jeu qui est en kit, donc c'est 5 euros de plus pour la version complète si tu veux des musiques et tout ce que tu veux là. C'est la Sonic douille. Et on parle pas du fait que les versions qui sont disponibles des jeux commencent à faire sortir des stores, donc dès le mois de mai, allez vous jeter sur ces versions si ça vous intéresse. Ils font ça pour t'inciter à l'achat en fait de la compilation. On parlait tout à l'heure des frictions qu'il peut y avoir entre la proposition des jeux sur les plateformes et les remasters, les compiles et tout. On est dans un exemple là, mais bon, on est sur un jeu à 45 euros pour 3 jeux qui sont à peine remasterisés avec des versions 16 neuvième et tout. On passe à Nintendo, hein, la même. Hein. Super Mario 3D All-Star, donc Mario 64, Mario Sunshine, Galaxy premier du nom, qui était vendu en physique dans un temps limité à 60 euros. Vous vous souvenez de ce truc? Ça, j'avais oublié ça. C'était en fait, à l'occasion d'un anniversaire, ils avaient dit, vous avez jusqu'à mars prochain, c'était un Noël. C'était l'année dernière, je fais genre, c'était il y a 10 ans, mais et en fait, ils ont dit, vous avez jusqu'à mars prochain, donc là, le jeu est encore disponible, franchement, vous pouvez le trouver à 60 balles. C'est juste qu'il y avait beaucoup de stock, mais ils avaient dit, ils le produiront plus. Et les jeux n'étaient pas dispo en démat et on espérait tous que en fait les 3 jeux allaient être splittés et proposés. Et je crois que c'est toujours pas le cas. Je pense pas non plus, hein. C'est dingue. Hein. Non, franchement, donc c'est pour dire que Chrono Cross à 20 balles, c'est pas mal. Dernier exemple, Square Enix, la FF Pixel Remaster, si tu veux les 6 jeux, c'est 75 euros. Donc, mais non, mais ouais, enfin, ça m'aurait pas étonné s'ils avaient sorti Chrono Cross à 40 balles. J'aurais trouvé ça cher, mais ça m'aurait pas étonné vu, comme tu dis, la politique globale des éditeurs là-dessus, quoi. Donc Chrono Cross et Radical Dreamers, donc tout ça c'est 20 euros avec on l'a dit tout à l'heure, une traduction française, mais italien, allemand et espagnol. Franchement, ouais, c'est faire, quoi. C'est plutôt cool. On passe au second profil de joueur. Vous êtes un fan de JRPG, mais surtout, attention, vous attendez la suite de Chrono Trigger. Alors là, attention, hein, pour rappel, Chrono Trigger, c'est en substance l'un des plus grands JRPG de l'histoire, à mon sens en tout cas. On va peut-être en reparler dans un top 10 all-time, je ne sais pas, peut-être. Mais surtout, Chrono Trigger, c'est une aventure d'une 20aine d'heures, très ramassée, au rythme parfait, avec un système de combat simple, mais très 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 efficace. Et si vous attendez vraiment la suite de Trigger, dans le sens où vous espérez retrouver ce rythme de jeu, cette efficacité dans le système de combat, je pense que vous allez être un petit peu déçu. Chrono Cross, c'est pas ça. Alors je dis pas que c'est un défaut, je dis juste qu'il dispose pas des mêmes qualités que son aîné. Chrono Cross, en fait, il est un peu moins évident. C'est un très grand jeu, mais il est moins accessible. Déjà, le rythme du jeu au global, il est très étrange, il est assez lent. Le rythme, il est saccadé, il est irrégulier. On va avoir des grands moments épiques de JRPG, mais le plus souvent, l'ambiance, elle sera un petit peu planante, un petit peu en suspens. On est clairement dans l'atmosphérique, mais si je devais donner un terme très technique, vraiment, tu vois, pour décrire le rythme du jeu, je dirais qu'il est chelou, en fait. C'est vraiment... Ça, c'est technique, ça. Alors, le plus souvent, il va falloir faire des choix dans Chrono Cross, des choix qui te semblent pas importants au premier abord, mais qui sont finalement plutôt fondamentaux. Et ces choix, en fait, ils feront naître des variations dans le déroulement de l'aventure. Et ces choix, en fait, c'est pas que des options de dialogue, hein. C'est que le jeu va sensiblement se modifier en fonction de ce que tu fais, de où tu vas, à qui tu parles et qui est accompagné. Enfin, tes collègues, en fait.
Est-ce que c'est pas une inspiration de la première scène de Chrono Trigger, justement, quand t'es dans la foire, où selon ce que tu fais, si tu voles le sandwich ou je sais pas quoi, après t'as le procès qui te rappelle ces événements-là? Alors le début de Chrono Trigger, j'espère qu'on en parlera un jour longuement, mais c'était le money shot, hein, mais ce mot n'existait pas, mais t'avais un potentiel extrêmement vaste de ce que tu faisais, le jeu s'en souvenait, et ne serait-ce que dans l'action, à qui tu parles, comment tu fais, et le jeu s'en souvient et te répond après, et c'est exactement ça. Chrono Cross est une réponse à cette scène parce que ça se dilue dans Chrono Trigger, c'est plus le cas, c'est vraiment qu'au début du jeu. Sauf que Chrono Cross, là, c'est tout le jeu. C'est vraiment tout le jeu. Et en fait, toutes ces variantes, en fait, elles sont pas toujours très explicites. Il faut tâtonner, il faut essayer, et ça, c'est vraiment très très satisfaisant, mais c'est néanmoins assez particulier. Pour ce qui est de la structure, c'est un jeu à l'ancienne, hein, certes, mais pour l'époque, il était déjà un petit peu ouvert. Alors Chrono Cross, hein, on est en réalité assez libre. Alors certains me diront que les anciens Dragon Quest et Final Fantasy, c'était déjà le cas. C'est vrai, mais pas trop, hein, c'était surtout des illusions de liberté qui nous étaient présentées dans ces vieux jeux. Si on sortait du sillon du scénario, bah, tu te faisais rapidement stopper par une zone avec des monstres beaucoup trop puissants, et souvent, il n'y avait pas grand chose à faire, hein, hormis suivre le scénario, justement. En règle générale, hein, dans les JRPG, c'était une construction en 2 temps, une première séquence linéaire et une seconde partie, plus ouverte, dans laquelle tu trouvais un moyen de locomotion volant, dans laquelle, à partir du moment, tu peux faire ce que tu veux, et tu pouvais faire surtout des quêtes annexes. Dans Chrono Cross, en fait, c'est un brin différent. T'es toujours dans le registre de l'illusion. Le jeu, il est évidemment pas ouvert, mais souvent, en fait, faudra que tu te demandes où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Et en fait, même plus subtil, hein, si tu veux récupérer tous les personnages, il faudra revenir sur tes pas, parler à différents PNJ, et en fait, il faudra changer de dimension, réfléchir à ce que tu peux faire ou non. Mais bon, j'en dis pas trop, parce que sachez que Chrono Cross, comme Trigger, va traiter de thématiques du temps, mais un petit peu différemment. Déjà, Nico, est-ce que ça t'intrigue, ça te fait envie, ou tu te dis, parce que je sais que tu adores Chrono Trigger, est-ce que c'est un petit peu trop différent? Chrono Cross, tu viens de résumer pourquoi c'est un jeu qui m'intimide un petit peu, et que j'hésite à 2 fois à en y frotter. Parce que la peur un peu d'être déçu, comme tu l'as dit, de passer après Chrono Trigger, mais surtout ce côté un peu lancinant, ce côté un peu expérimental, tu vois, ça me fait c'est pas forcément ce que je préfère. Et c'est vrai que Square à l'époque sortait masterclass sur masterclass, hein, sur PlayStation en JRPG, mais avait ce côté aussi d'aller tester des différents systèmes, des différents modes de jeu, avec des jeux qui sont un peu chelous, comme tu l'as dit. Hein. C'est vrai. Mais alors, il y a un autre point qui est important, c'est que contrairement à Chrono Trigger, tu peux recruter pas mal de personnages qui sont optionnels dans ton équipe. En fait, en termes de feeling, je trouve qu'il y a un petit brin de Suikoden. Alors c'est un compliment envers le jeu, mais c'est aussi un peu un reproche, parce que ces recrutements, hein, comme ils sont nombreux, alors il y en a pas 108, hein, comme dans les Suikoden, il y en a 45. C'est déjà pas mal. En fait, comme ils sont nombreux, tu te retrouves parfois dans des recrutements qui sont un peu anecdotiques, tu vois. Ces persos, tu comprends pas toujours pourquoi ils veulent t'accompagner au péril de leur vie, hein. Tout se fait en 2 phrases. Mais bon, c'est l'époque, donc on excuse, hein. On cherche pas la consistance narrative dans les rapports entre les persos optionnels, en tout cas pas dans leur recrutement, mais bien dans la trame scénaristique principale qui est, elle, je vous rassure, incroyable. Et les personnages principaux, eux, ils ont des très belles choses à offrir narrativement parlant. Ouais, il y a quand même une base de persos qui se détache. Oui. Ça, pour ça, il y a pas de souci, c'est juste qu'on est dans 45 personnages optionnels, c'est quand même... Parce que c'est même pas genre à la Yuffie, ou genre un perso qui était pas forcément obligatoire dans le scénar, mais qui va balancer toujours son petit dialogue dans le jeu. C'est encore moins important que ça, ces persos random. Ah non, c'est ultra important. Mais je vais t'en parler très prochainement. Il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que ces personnages qui sont recrutables, c'est quelque chose d'important à l'époque, tu vois. C'était presque un argument marketing, et c'était super stimulant pour les JRPG qui cherchaient vraiment, tu vois. Enfin, moi, quand je jouais, je cherchais à avoir tous les persos dans ma team. Dans Chrono Cross, sachez que c'est impossible. Ta première run, tu vas vraiment en rater, c'est obligatoire. Et à l'époque, on reconnaissait même les persos, tu vois, qui étaient enrôlables parce qu'ils avaient un portrait. Et donc les portraits, qui pour le coup, petite précision, sont un petit peu refaits sur ce remaster. Et en fait, quand tu voyais un portrait, quand tu parlais à un perso, tu faisais toi tu vas finir dans ma team un jour ou l'autre, c'est sûr. Et là, dans Chrono Cross, j'ai eu un petit peu ce même réflexe. J'avais une question justement sur ces personnages secondaires. Est-ce que certains te viennent en tête? Tu peux citer les meilleurs, Yuffie et Vincent, évidemment tu peux, mais est-ce que toi t'aimais bien recruter tous les personnages? Est-ce que t'en as des particuliers qui te restent en tête? Alors des particuliers, je ne sais pas trop, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, t'avais ce côté un peu récompense aussi, comme la scène cinématique, de voir un perso joindre ton équipe. C'est toujours un des grands moments d'une aventure de JRPG. Et je regrettais un peu, tu vois, genre que FF10 par exemple te crée ton équipe toujours très rapidement en fait, et que tu recrutes pas forcément. Tu sais, t'avais ce côté aussi où tu vas étaler ta progression, et à chaque fois t'as un nouveau perso qui vient joindre l'équipe et qui
mais qui rajoute un petit peu du piment à l'aventure. Et Chrono Trigger, à ce sujet, je trouve est assez remarquable, avec notamment, alors je le dis pas pour ceux qui veulent pas se spoiler, mais tu recrutes des persos très tardivement, et des persos un peu inattendus aussi, et qui viennent changer un petit peu la donne, quoi. Mais pas beaucoup. Enfin, là, on est vraiment dans une très ramassé, ouais. C'était une démarche qui était même presque contraire. Tous les personnages de Chrono Trigger étaient très caractérisés, que ça soit en combat, dans leur personnalité, même dans dans tout. Et il y en a vraiment très 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 peu. Et ce que tu dis, on va pas le dire évidemment, mais c'était une grosse surprise, quoi. Mais je préfère les équipes un peu réduites, tu vois. Même FF6, je trouve qu'on a peut-être un peu trop de persos, et t'en as certains, si tu prends pas sur toi d'aller que peu creuser, bah, ils peuvent être un peu traités de manière superficielle. Ouais, ce qui était cool avec FF6, c'est un jeu qui était choral et en fait qui enjoué dans son game design où en fait tu vas aller suivre chaque personnage, tu te retrouves et tout. Là, c'est pas trop le cas. Là, c'est pas trop le cas. On est vraiment un petit feeling un petit peu psychodène. Mais quand on est sur le sujet des personnages secondaires et de l'écriture, il y a une chose qui est vraiment incroyable dans Chrono Cross, c'est que l'aventure semble au final très personnalisée en fonction des persos que tu as recrutés. C'était la question que tu me posais tout à l'heure. Est-ce que finalement c'est très important? Eh ben oui, les persos que tu as choisis comme équipiers, donc ceux qui sont avec toi en combat, mais aussi soit en exploration, ils te suivent comme dans Trigger. Eh ben en fait, ils réagissent très très souvent. Ils interviennent avec des lignes de dialogue à eux. Et en fait, c'est dans ces interventions que tu vois leur personnalité, que tu apprends à les connaître. Et c'est assez dingue de constater le contenu, la masse de travail énorme que ça a pu demander. Et en fait, j'en ai parlé tout à l'heure à demi-mot, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce registre, c'est que de voir le nombre de situations qui sont écrites en fonction de qui est dans ton équipe et dans quelle dimension tu es. Le jeu, il répond toujours à tes essais, à tes mises en situation qui sont un peu étranges. Il te répond systématiquement. Moi, je l'ai jamais pris à défaut. À chaque fois, je me suis dit, je vais tenter un truc, et le jeu, il a prévu. Et ça démontre un travail qui est titanesque. Je vais pas trop en dire, mais pour vous donner une idée, donc il y a 2 dimensions. Pareil, j'en dis pas trop non plus. Mais par exemple, il y a des persos qui sont présents dans une dimension, pas dans l'autre, et tu te dis, bah, s'ils sont présents dans les deux, et si je les fais rencontrer, il se passe quoi? T'as un perso qui est mort dans une dimension et pas dans l'autre. Mais si j'amène ce perso dans la dimension où il est censé être mort et que je lui fais parler à tel perso, il se passe quoi? Et ça, fois 45 personnages, ça, fois un jeu qui fait une 30aine d'heures, et c'est incroyable. La profondeur d'écriture et de jeu, c'est en ma boule, en sachant donc que Masato Kato, qui est le réalisateur du jeu, il voulait plus de personnages. Donc Masato Kato, c'est le réalisateur, mais c'est surtout un scénariste de renom, qui vient souvent en support des gros devs. C'est un petit peu le pompier. Il est venu sur FF7, les flashbacks de Cloud, c'est lui. Il est arrivé sur le script de Xenogears. Il travaille aussi des fois avec des bases déjà faites. Il a écrit une partie de Chrono Trigger, mais à l'origine, c'était un scénario de Yuji Horii. Donc c'est un mec qui est un petit peu dans l'ombre. Il a écrit seul Baten Kaitos après, donc respect. Mais Chrono Cross et Radical Dreamers, en fait, c'est ses scénarios à lui et c'est ses jeux à lui. C'est les 2 jeux qu'il a réalisés. Donc, franchement, il les porte avec lui, c'est très important. Il voulait encore plus. Ouais, mais c'est vrai qu'on l'a un peu perdu, Masato Kato, en bossant sur pas mal de jeux smartphone, un peu free-to-play et tout. Il n'est pas reconnu à la hauteur de ce qu'il mérite et... tu vois, aujourd'hui, ça devrait être comme un Kitase, tu vois, qui chapeaute des grosses prods de Square Enix et tout, et je pense que c'est pas le cas. Après, peut-être que je me trompe. Mais... c'est un petit peu dommage. On va passer au combat juste, je suis toujours dans le profil du joueur, peut-être un petit peu toi, Nico, t'attends la suite de Trigger. Alors, je l'ai précisé, Chrono Trigger, il avait un système de combat pas révolutionnaire, mais vraiment ultra efficace et plaisant, ce qui n'est pas du tout le cas de Chrono Cross, à mon avis. Le système de combat de Chrono Cross, il est complexe, mais finalement pas si profond. Bon, il est surtout très mal expliqué. En très très gros, il y a un système d'affinité d'éléments lié à une grille spécifique par perso, et il y a aussi un système d'affinité d'éléments au champ de bataille. Alors je dis qu'il est complexe et pas si profond, mais je devrais dire qu'il est pas si important. Car dans les faits, tu peux finir le jeu sans te soucier des affinités d'éléments, et ça se passera très bien. Ah, parce qu'il me donnait un peu la flemme, là, le système de combat. Ouais, tu peux vraiment aller tout droit. Le jeu, il est pas dur, ce qui n'est pas grave du tout, mais en fait, ce qui est dommageable, c'est qu'il met pas en valeur ce système de combat, il le rend pas nécessaire. Le pire, c'est qu'il y a un New Game Plus dans Chrono Cross, et en fait, dans ce New Game Plus, ça va pas augmenter le niveau des ennemis. Et en fait, tu vas pas pouvoir te servir du système de combat à sa juste valeur. Et c'était déjà le cas de Chrono Trigger qui au passage était le premier New Game Plus de l'histoire, donc quand même c'est pas n'importe quoi, mais que ça soit pour Cross ou Trigger, en fait ces New Game Plus, ils sont là pas pour corser le jeu, mais pour te proposer un accès simplifié aux différentes fins. Il y a 11 fins dans Chrono Cross et 12 dans Trigger. Donc c'était, tu vois, le New Game Plus, c'était pas l'idée à l'époque, c'était nouveau, c'était pas l'idée de te dire tu vas kiffer, ça sera encore plus dur. Dans Trigger, c'était pas pour poncer le système, quoi. Non, même s'il y a des trucs sympas dans Trigger pour un peu pousser, mais c'était surtout te dire là, je vous ai fait 12 fins, je vais vous donner un système pour aller plus vite et pour un peu éprouver ça, quoi. Heureusement que YouTube existe aujourd'hui. C'est clair. Bon, enfin, les combats, ils sont pas passionnants, surtout
Parce qu'ils sont très longs, tu vois. Chaque perso, il peut taper au corps à corps plusieurs fois, ce qui est nécessaire pour activer les différents niveaux de magie, c'est dans le système. Ça rallonge de ouf les combats, sans compter les 10 secondes au début de chaque rencontre, où t'as la caméra qui tourne 360 façon Michael Bay. Et en fait, tu peux pas zapper, même dans le remaster. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était une manière de masquer le temps de chargement, mais aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, quoi. Ça, c'est toujours pas le cas, et c'est un petit peu long. En fait, les combats de Chrono Cross sont le reflet d'un temps où il était nécessaire pour les jeux de se démarquer pour exister. Le système de combat dans les JRPG, on l'a déjà vu dans les différentes chroniques, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ce qui va les caractériser. Action RPG, tactical, tour par tour, on connaît la chanson. Dans les années 90, tu l'as dit tout à l'heure, c'était l'âge d'or du genre. L'offre était très très grande et pour sortir du lot, il fallait forcément avoir un système de combat qui était très original. Sauf que celui de Chrono Cross, à mon sens, il est plus original qu'efficace, il est plus original qu'amusant. Et je parle pas de l'interface qui est très brouillonne et très impersonnelle, ce qui aide pas du tout à sa compréhension, c'est tout gris, franchement tu comprends que dalle. Ce temps-là, tu te rappelles, donc là on est en 99, c'était par exemple, si tu prends la plus grande saga, peut-être FF8 qui a tenté des trucs où tu voles les magies, tu connectes une GeForce, ton invocation à un personnage qui va indexer en fonction de la magie une stat, enfin... c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'était qu'à l'époque il fallait se démarquer, et c'était, à mon sens, là on avait atteint une cime où c'était un peu n'importe quoi. Ouais, je trouve que c'était un peu le cas aussi pour les jeux de baston qui étaient un des genres rois de l'époque et oui. qu'il y en avait masse et chaque éditeur avait même plusieurs séries différentes, et là aussi pour se différencier, ça complexifiait de plus en plus les systèmes de combat jusqu'à atteindre un peu des cimes un peu absurdes, et c'est ce qui a presque tué le jeu de baston de l'époque parce que ça devenait trop complexe, trop compliqué, quoi. Et donc c'était l'idéal de se démarquer, d'avoir l'idée qui permettrait d'être celui reconnu. C'est ça, dire je fais du tour par tour, mais c'est un petit peu différent. FF8 c'était, on l'a dit, une sim, et moi j'adore le système de combat de FF9. On en est sorti, FF9 c'était un combat, une arme, une capacité, tu fais monter ta capacité, tu vas l'acquérir, tu changes d'arme. C'est de la un classique, quoi. C'était de la simplicité, quoi. C'était quelque chose, un retour à l'épure, on y reviendra tout à l'heure. Bon, je le rappelle, on est dans le profil du joueur, du fan de JRPG, mais qui atteint avant tout Chrono Trigger, et je persiste, si vous attendez un jeu efficace dans son système de combat et dans son rythme, vous risquez d'être déçu en attaquant Chrono Cross, mais est-ce que je vous déconseille Chrono Cross ? Pas du tout en fait. Si vous attendez une suite directe à Trigger, il faut faire Chrono Cross, il faut être curieux, et ça tombe bien, car c'est le prochain profil de joueur, le joueur curieux. Est-ce que c'est toi, peut-être ? Tu es de tous les profils, tu es de tous les joueurs. Je sais pas si je suis si curieux que ça. Alors, si vous êtes curieux, il faut y aller. Il faut essayer Chrono Cross absolument, car c'est une proposition qui est différente malgré son statut de suite. Donc rien que pour ça, c'était culotté. Il y a bien des éléments thématiques similaires aux deux jeux, le rapport au temps, à l'exploration, dans différentes dimensions. Donc c'est assez similaire, mais l'application, elle est radicalement différente. Pour ses mystères, pour son charme, ses musiques de Mitsuda, qui étaient déjà à l'œuvre sur Trigger, la qualité de Chrono Cross est là au niveau de Trigger, ça peut rassurer. Mais au global, Chrono Cross, c'est une proposition qui est très singulière. C'est une très grande et très belle aventure, mais une aventure qui mérite d'être vécue, mais qui va demander un peu d'implication, plus que pour Trigger. Et pour ça, il faut être curieux. Il va falloir un petit peu s'investir, tu l'as dit tout à l'heure, ça peut un peu faire peur, un peu de... Alors au passage, juste une petite mention, c'est quand même important de connaître l'histoire de Trigger pour pleinement profiter de Chrono Cross. Ça va plus loin que des caméos, quoi. C'est que tu peux faire Chrono Cross, mais je pense que si tu veux vraiment kiffer, ça serait sympa de connaître Trigger. Bon, si vous êtes curieux et que vous aimez bien les JRPG, mais que vous n'avez pas spécialement envie de vous impliquer, comme je viens de le dire, ce remaster, c'est finalement peut-être une bonne solution. Alors c'est l'usage avec le retour des grands jeux de l'époque, on nous propose des nombreuses possibilités. Alors là, t'as des trucs un petit peu accessoires, tu peux choisir d'afficher ou non les nouveaux modèles de personnages. Tu peux choisir le mode d'affichage de l'écran, tu peux choisir la police d'écriture, pixelisée à l'ancienne ou classique en HD, et ça c'est une bénédiction, c'est que c'est tout le temps lisible. C'est tout le temps très clair, très net, et ça, c'est pas négligeable quand même. Mais ce qui va t'intéresser, toi Nico, c'est les options de confort. Ouais, j'aime mon confort. Tu peux faire le jeu et désactiver les combats aléatoires. Tu peux accélérer la vitesse du jeu. Tu peux devenir invincible. Donc, alors c'est pas réellement invincible, c'est que tu vas esquiver tous les coups. Tu vas devenir donc invincible sur les combats qui sont obligatoires, et tu peux même activer un mode automatique pour les combats. Donc, si tu choisis de les faire malgré tout, en fait, ça va attaquer tout le temps. Est-ce que ça, tu kiffes les options de confort? Écoute, j'en avais parlé à une époque. Ça remonte maintenant dans un raid alert, et pour moi, c'est un moyen idéal. Alors, je sais que ça fera faire les gros yeux à certains, mais c'est un moyen idéal de redécouvrir des jeux du passé et sans contrainte quelconque là-dessus. C'est vrai que
je serais pas contre de faire le jeu sérieusement, mais si je vois que ça me saoule, bah, je préférerais céder aux options de confort pour aller au bout de l'aventure plutôt que de laisser tomber, quoi. C'est ça. Bah, faites ce que vous voulez, mais c'est une possibilité que le jeu te propose. Et si vous êtes vraiment très curieux, vous pourrez surtout jouer à Radical Dreamers. Donc c'est un visual novel qui fait le lien entre les deux jeux. Moi, c'est 100% pas ma cam, hein, mais bon, on a sorti un livre qui vous explique, je peux même le montrer pour ceux qui ont la vidéo. Mais la vidéo servait à ça, en fait. C'est ça. Faire de la pub à nos fait de la promo. Livres, donc, un livre de Rémi Lopez, donc, qui, pour le coup, explique les différentes fins, qui explique à l'époque où le jeu n'était pas sorti, comment ça se passait dans Radical Dreamers, qui sont les Radical Dreamers. C'est un jeu qui est jamais sorti du Japon. Même aux États-Unis, ils l'ont pas eu, ce petit visual novel, parce que c'était un jeu. C'était la View. Tu te rappelles de ce que c'était là? C'était la View, c'est on l'a jamais eu non plus, hein, mais c'était un adaptateur qui se plaçait sous la Super Nintendo et qui était relié à l'ancêtre d'Internet, et qui permettait, c'était quand même super précurseur de télécharger des jeux et des morceaux de jeux sur ta Super NES. C'était Internet, les DLC, le jeu en live avant tout, parce que t'avais des aventures en fait, c'était une chaîne hertzienne, et il fallait des fois se rendre sur ta télé et jouer, je pense justement à Zelda, au moment où en fait l'aventure était à une heure précise. Exactement. Et tout, et c'est vrai qu'il y a eu des variantes, tu l'as dit, une variante de Zelda 3 qui est devenue culte aussi, et c'est cool de voir ces jeux-là arriver et d'être disponibles à tous, parce que c'est un des grands enjeux aussi de la préservation, c'est que tous ces jeux Satellaview sont un peu portés disparus, quoi. On passe au dernier profil de joueur, c'est vous aimez les JRPG, tout ça, machin, mais c'est surtout, vous avez déjà fait le jeu. Alors, vous avez déjà fait le jeu, est-ce que ça vaut le coup de repartir sur ce Chrono Cross-là? Alors ici, ça se corse, parce que cette fois, on va juger le remaster, et pas le jeu. Et si on juge que la refonte, le bilan, il est un petit peu moins glorieux. Alors moi, j'ai joué sur PS5, et malgré tout, j'ai eu des chutes de framerate de l'espace. Le jeu global, hormis les textures, ça bave encore un petit peu. Le bilan technique, au final, il est pas dingue. Mais pour être honnête, personnellement, moi ça m'a pas dérangé du tout. Les cinématiques compressées, ça m'a renvoyé dans le passé, c'est de la nostalgie pure. Mais bon, je comprends qu'on puisse trouver ça complètement scandaleux. Ça m'a pas dérangé, mais bon. Alors, en ce qui concerne les petits ajouts, pas de quoi se caler une dent. Mais bon, on vous propose une nouvelle illustration qui est sur l'écran titre. Ça fait quand même plaisir. Les petits portraits un petit peu haussés. T'as des nouvelles musiques qui sont retravaillées par Mitsuda. Alors, en gros, c'est la qualité sonore qui a été améliorée. Il a supervisé le remixage. Il a réarrangé 8 morceaux. Alors, 8 morceaux, pas tout seul, il y a un groupe qui l'a aidé, tout ça. Alors que tu peux écouter dans un jukebox, dans le fameux écran titre où il y a la nouvelle illustration, c'est pas intégré au jeu. Tout ça, du coup, je sais pas si ça vaut le coup de relancer le titre si vous l'avez déjà fait. Néanmoins, la seule envie unique de relancer Chrono Cross et de le refaire peut suffire à faire cette compile. Enfin, ce compile remaster de Chrono Cross, moi je comprendrais à 200%, même si techniquement ça... Ouais, puis pour 20 balles, comme on dit, ça t'évite de ressortir ta PlayStation zonée, machin, avec ton ressort, ta puce, ton CD de boot et tout. Et surtout, alors là, arrête-moi si je me trompe, mais si tu choisis le mode classique, donc sans les améliorations et tout, c'est rigoureusement le même jeu que sur PlayStation. Ouais. Donc, rien que pour ça, t'as au moins le jeu PlayStation d'origine, quand même lissé malgré tout. C'est quand même, c'est regardable, sur une télé. Donc ça bave, mais c'est pas flou. Ouais. Donc rien que pour ça, on retrouve les problèmes techniques qu'avait le jeu à l'époque, mais tu retrouves le jeu tel quel. Donc pour 20 balles. De ce que j'ai lu, ça rame même plus que l'époque. C'est plus pour le version améliorée, non, d'après ce que je sais pas exactement, parce que j'ai hélas pas fait le jeu à l'époque, mais c'est jugé techniquement comme un portage, piètre portage technique. On vient de le voir, là on a jugé le remaster, mais pas le jeu. Finalement, c'est un peu compliqué de faire la différenciation de finalement qu'est-ce qu'on on vous propose. Est-ce qu'on vous dit foncez sur Chrono Cross, mais les remasters techniquement c'est pas ouf, c'est pas évident ça. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, mais c'est vrai que c'est un des choix qu'avait à faire la presse quand ils ont traité ce jeu, et je regrette perso que ça a été souvent traité par l'angle uniquement du remaster et du côté technique, parce qu'on l'a dit, c'est la première sortie de Chrono Cross en France. Faut pas partir du principe que tout le monde y a joué, tout le monde l'a fini, tout le monde sait ce que c'est. Donc, comme on dit, c'est quand même un jeu culte qui a des qualités énormes, qui arrive pour la première fois pour 20 balles traduit. Alors évidemment, ça n'excuse pas la fainéantise du portage, mais je pense, comme toi, beaucoup de joueurs pourront passer outre cet défaut-là pour découvrir une aventure incroyable, quoi. L'émerveillement avant tout, même si ça saccade, et c'est un peu claqué techniquement. Pour conclure, j'ai un peu envie de parler plus largement du JRPG, et concernant Chrono Cross en l'occurrence, est-ce que sa structure non linéaire, ou en tout cas moins linéaire, prouve qu'il était en avance? Est-ce qu'il avait 23 ans d'avance? Un petit peu, je dirais oui. Parce que le format plus ouvert des JRPG sont dominants aujourd'hui. Le monde ouvert est devenu une norme, ou du moins une sorte d'idéal à atteindre.
Et ça, quel que soit le genre, hein, preuve en est avec Elden Ring, on l'a coché, on en a parlé 2 fois aujourd'hui, c'est bon. Pour le référencement, on est pas mal. Je pense que faire un monde ouvert, en revanche, n'est pas ou n'est plus synonyme de modernité. C'est une pratique qui est contemporaine de réaliser un jeu en monde ouvert, mais c'est pas visionnaire ou avant-gardiste. Parce qu'aujourd'hui, ce dont manquent les jeux en général et plus spécifiquement les JRPG, c'est de rythme. Des jeux qui seraient efficaces, sans longueur, comme l'était Trigger, et non Chrono Cross. En fait, tout est cyclique, et revenir à l'épure est, à mon avis, le sens de l'histoire. Ça serait ça, pour moi, être moderne. Mais le fait que Chrono Cross se questionnait en 1999, il se questionnait sur le genre, il le remettait en question, mais ça, c'est fondamental. Car les JRPG d'aujourd'hui, dans une grande majorité, ils s'interrogent plus sur leur format, sur leur rythme, sur leur système de combat, sur rien. En fait, ils essayent de dupliquer, ils essayent de répliquer, ils essayent de ressusciter l'âge d'or, mais ils ne regardent plus vraiment en avant. Mais tout ça, c'est une grande problématique, une problématique qui sera l'objet d'une prochaine chronique dans Red Alert. Évidemment, monsieur Chrono... C'est beau. J'allais dire, Bravely Default 2 t'écoute en pleurant. Allez, au final, Chrono Cross, ça se lance ou pas? T'as toujours un petit RPG de l'été, toi? Ouais, parce que j'ai toujours pas fini le RPG de l'été de l'an dernier, donc ça serait déjà bien. Donc c'était Grandia. Mais ouais, je serais bien chaud. Après, il y a Triangle Strategy qui me fait de l'œil aussi, mais je serais bien chaud pour m'y mettre. À choisir. Je sais pas encore, je verrai. Mais petit regret quand même, je trouve, quitte à mettre Cross et Radical Dreamers, vous aurez pu caler Chrono Trigger dedans. On sait que la version DS existe, a été traduite en français. Qui vaut une fortune. Donc faites-le, quoi. Ça aurait été cool. Mais en fait, ils réfléchissaient plus à l'époque de Chrono Cross aux États-Unis ou au Japon. En tout cas, au Japon, c'est sûr. Quelques semaines avant la sortie de Chrono Cross, ils ont ressorti Chrono Trigger dans sa version PlayStation. Et ils avaient vraiment cette démarche d'accompagnement. Ouais. Et là, c'est un peu dommage. Ou au moins, tu vois, pas forcément l'intégrer dans une compile, mais le rendre accessible sur les services de téléchargement et tout. Enfin là, la ROM existe, est déjà traduite et tout. Enfin... Monsieur, on parlait tout à l'heure des frictions. Parce que il y avait des contradictions dans ce que veulent les éditeurs, dans ce qu'ils nous proposent. Le HD 2D de Square Enix, la fameuse technologie, est-ce que Chrono Trigger serait pas l'un des meilleurs candidats? Et finalement, à quoi bon nous proposer le Chrono Trigger de l'époque si dans quelques mois, peut-être quelques années, ils vont nous proposer ce HD 2D? Donc ça rentre. Oui, je comprendrai la logique commerciale, hein, clairement. En tout cas, voilà, moi je vous conseille chaudement Chrono Cross. Allez-y, que vous soyez curieux, que vous attendiez la suite de Chrono Trigger, que vous soyez qui que vous soyez. On a fait 4 profils de joueurs, mais ce jeu est pour tout le monde. Il faut le tenter. C'est un jeu culotté qui se questionnait à l'époque et qui nous a permis aujourd'hui de faire une chronique dans Red Alert. C'est fini pour Red Alert pour cette semaine. Hein. Émission vieux con un peu. Ah, on va faire peut-être une miniature, tu sais, avec le vieillissement Snap là comme ça. Là, c'était mieux avant. L'occasion de vous remercier pour votre fidélité là. Vraiment, Elden Ring, vous avez sur l'émission EX, hein, vous avez tenu bon, vous nous avez vraiment soutenus, ça nous fait super plaisir. Vous êtes des milliards à nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, que ce soit YouTube ou les plateformes de podcast où on est présent partout pour ne rater aucun épisode. L'occasion aussi de remercier la team, Ken, Ludo et Damien. On vous fait la bise. Et vous, chers auditeurs et spectateurs de YouTube, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.